Bonsoir. Chers collègues de l'Académie, chère Diane Régimbal, cher Éric Bédard, chers amis. C'est un immense bonheur pour moi de vous présenter Lise Vaillancourt. Les premières fois que j'ai vu Lise, elle était sur scène. D'abord dans Marie-Antoine, opus 1, sa deuxième pièce créée en 1984, où elle jouait une bien étrange petite fille égarée dans le château de ses parents. Puis l'année suivante, toujours au Théâtre expérimental des femmes, elle incarnait une écrivaine excentrique affublée d'une tête d'orignal en peluche qui se déplaçait à bicyclette dans l'immense loft industriel où se déroulait le spectacle. Je sortais pour ma part de 10 ans de militantisme et d'écriture didactique au Théâtre des Cuisines et j'avais envie de m'ouvrir à une parole féminine plus poétique et plus débridée. On peut dire que j'étais servie. Mais je ne voyais pas encore comment nos chemins si différents pouvaient un jour se rencontrer. J'ai revu Lise l'année suivante, donc en 86-85, lorsque j'ai assisté à la célèbre Soirée des Murmures, organisée par le TEF dans le cadre de son festival de création de femmes. Lise était l'une des idéatrices de cette formidable manifestation qui réunissait 100 performeuses de toutes les disciplines qu'on pouvait découvrir dans des petits cubicules dispersés aux quatre coins du théâtre à la manière de peep show. La sage dramaturge débutante que j'étais alors est ressortie galvanisée par cet événement jubilatoire. Mais c'est beaucoup plus tard, au milieu des années 90, que j'ai connu Lise, au Café Romolo. J'y retrouvais souvent mon amie, la regrettée Abla Faroud, qui m'a présenté deux autres habitués de l'endroit, Jean-Marc Dalpé et Lise Vaillancourt. Nous avons vite sympathisé tous les quatre et dans notre impatience de faire résonner nos textes, nous avons commencé à organiser des soirées de lecture pour nos voisins et nos amis. Au fil des ans, nous avons mis en place des dizaines de ces rendez-vous chaleureux autour de nos écrits encore tout chauds. C'est au sein de ce groupe des quatre, formidable expérience de camaraderie littéraire, que j'ai découvert Lise Vaillancourt, l'autrice en action. J'ai découvert son engagement total envers l'écriture, son imaginaire débordant, son audace, son urgence de dire, sa fragilité qui couvre sous ses personnages extravagants, sa curiosité, son ardent désir de partage. Autrice d'une quinzaine de pièces et de 3 romans, publiés chez Le Méac aux Herbes Rouges, chez Dramaturge Éditeur, Lise développe depuis près de 40 ans une œuvre vibrante, tout à fait unique dans notre paysage théâtral. 3 fois finaliste au prix du gouverneur général pour ses pièces Le Petit Dragon, La Ballade de Fanny et Carcassonne et pour son roman L'été des Hédères, elle a multiplié tout au long de son parcours les expériences d'immersion en écriture et les occasions de rencontres. Entre autres, au Art Studio de Banff, au Festival international des francophonies de Limoges, à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon. Son intérêt pour toutes les formes d'expression scénique l'a mené vers des artistes de disciplines différentes, notamment vers le chorégraphe Pierre-Paul Savoie, avec qui elle a conçu une superbe adaptation de la pièce Les Chaises de Ionesco. Profondément engagée dans sa communauté, elle s'est particulièrement investie dans le développement et la promotion de la dramaturgie d'ici, notamment au Centre des auteurs dramatiques, dont elle a présidé le conseil d'administration pendant plusieurs années. Ces pièces qui ont été jouées sur nombre de scènes d'ici et de la francophonie se déploient dans des mondes un peu, parfois beaucoup décalés, où se côtoient joyeusement le fantastique, le terre-à-terre, le mythologique, le trivial et l'insolite. À eux seuls, les noms de ces personnages racontent à merveille les univers contrastés qu'elle met en scène. Dans ses premiers textes, il s'appelle Victoire de la catastrophe, Igor de la débâcle, Giraldine de la courte paille, Vera Cristal, Billy Strauss, Madame V. Ils sont baleines échouées dans un bar,
Ils sont aristocrates vivant dans des châteaux de contes de fées. Ils sont personnages de théâtre cherchant désespérément à sortir de la fiction où ils sont enfermés. À l'autre bout du spectre, dans l'affaire du Mouchon, dans la Corneille, ils se nomment sobrement Nathalie, Gérard, Julie, Milly. Ils vivent dans des bungalows de banlieue et des 4,5 du plateau Mont-Royal. Ils se débattent pour gagner leur vie, payer leur loyer, gérer leurs amours et leurs liens familiaux compliqués. Mais ces pièces ont beau être plantées dans des situations plus terre-à-terre, elles sont toujours traversées par ces moments insolites dont Lise a le secret, comme des bouffées de folie qui surgissent au milieu de l'ordinaire. Qu'il se déploie dans une tonalité fantaisiste ou plus près du réel, qu'il s'adresse aux enfants ou au grand public, ces textes ont une chose en commun, ils fourmillent de créateurs et d'artistes. De la pianiste Giraldine et la cantatrice Jvanel dans Marie-Antoine, opus 1, à l'écrivaine Madeleine Macpherson dans Une histoire pour Édouard, à Will Broad, conteur de son métier dans Le Petit Dragon, à Madame V, l'écrivaine angoissée de Billy Strauss, à Nathalie, la slameuse de l'affaire du Mouchon qui scande ses poèmes dans les bars, à Botha, l'écrivain originaire du Congo qui travaille à un roman sur sa mère dans Tout est encore possible, et jusqu'à Marie-Alfred, la protagoniste de sa dernière pièce, grande chorégraphe en fin de parcours, qui se questionne sur ce qu'elle veut léguer à ses élèves et à ses admirateurs. L'art et la littérature sont partout dans les mondes que crée Lise Vaillancourt. L'art, la littérature comme instrument de transformation, comme potion magique qui permet de s'extraire du réel, de se réinventer, de réenchanter le monde. L'art, la littérature comme pratique exigeante, avec ses vertiges, ses doutes incessants, ses excursions périlleuses dans les labyrinthes de l'imaginaire. Sur une tonalité plus intime, ces romans plongent aussi à leur manière dans les méandres de l'acte créateur. Son très beau roman « Nous étions nés pour ne jamais mourir » raconte en quelque sorte la naissance d'une écrivaine. Violette, née au cœur des années 50 dans une famille moyenne, d'une banlieue moyenne, petite fille solitaire et rêveuse, étouffant dans sa famille étriquée, puis adolescente, traînant son mal de vivre dans sa terne polyvalente, Violette, émouvante alter ego de l'autrice, tombe un jour sur La vallée des avalées de Régent Ducharme, et alors tout bascule. Je dévore cette histoire de petite fille qui se révolte contre sa famille, raconte la narratrice. Et quelque chose naît en moi, un territoire mythique. À 17 ans, Violette s'achète un premier carnet. Elle écrit « Je me propulse. Je crée un premier pas sur le terrain de l'écriture. Comme Neil Armstrong, je me retrouve en état d'apesanteur. Quand j'écris, je baigne dans le langage jusqu'au cou. » Oui, c'est bien le sentiment qu'on a au contact des écrits de Lise Vaillancourt, une sorte d'immersion dans la langue, une célébration de sa beauté, de son mystère et surtout de son extraordinaire pouvoir de faire advenir, de faire exister. Il faudrait encore parler du bestiaire fabuleux qui peuple son œuvre depuis Ballade pour 3 baleines jusqu'au Chant de la tortue, sa dernière pièce, et parler de la présence récurrente du couple mère-fille, la mère, figure dévorante dont la fille cherche à la fois à se rapprocher pour retrouver le lien, la confiance, l'amour fondamental, et à se détacher pour respirer, pour survivre, pour créer. Cette figure sera au cœur de son nouveau récit, La mère incertaine, qui paraîtra la saison prochaine et que j'ai bien hâte de découvrir. Il y aurait encore beaucoup à dire, tant sur l'œuvre que sur l'autrice, mais il est temps de conclure et de lui laisser la parole. Chère Lise, ta démarche d'écrivaine profondément originale et authentique, ta passion pour l'écriture, le théâtre, la littérature, l'art sous toutes ses formes, ton amour de la culture d'ici, ton engagement depuis des années à la promouvoir, la valoriser, la célébrer,
ton sens de la collectivité, ton goût pour le partage et ton incessante préoccupation pour la transmission seront sans contredit des atouts précieux pour l'Académie des lettres du Québec. C'est de tout cœur que je te souhaite la bienvenue dans notre Assemblée. « 7 juin 2022. Chère Carole, la nuit dernière, j'ai fait un rêve absurde concernant l'Académie. J'assistais à un souper présidé par Denise Desautels. Rendue au fromage, elle nous intimait de ne pas en manger, laissant planer qu'il était empoisonné. Tout le monde autour de la table voyait bien qu'elle précipitait la fin du repas pour en finir au plus vite avec la soirée de nombreux discours de réception qui devaient suivre, dont le mien, avec lequel, dans ma nervosité, je m'étais essuyé la bouche. Pierre Neveu était assis à côté de moi et calmait mes inquiétudes avec son sourire bienveillant. Enfin, on quittait la table. Monique Miller faisait une entrée remarquée en félicitant Julie Vincent, croyant que c'était elle qui avait été élue à l'Académie. Réalisant son erreur, elle me chuchotait ses excuses et me remettait en guise de cadeau un 2 litres de lait Lactantia. J'étais ensuite sur l'estrade, je posais la boîte de lait sur un tabouret à côté de moi et je disais « Je vous présente maintenant Lise Vaillancourt ». Puis j'attendais une main sur l'autre en souhaitant ardemment la voir arriver. Dans la salle, il y avait Paul Pelletier qui riait très fort. Je ne sais pas quelles autres inepties auraient pu surgir de ce rêve si la voisine ne m'avait pas réveillée en hurlant le nom de son Pékinois qui s'était encore une fois enfui dans la ruelle. Je me suis dit que ce rêve témoignait de toute évidence de ma méconnaissance de l'Académie des lettres du Québec et de mon inquiétude aussi d'être à la hauteur de l'institution. Mais si la nuit porte conseil, c'est surtout la matinée qui m'a permis d'y réfléchir plus sérieusement et de revenir à ce que tu me disais. Qu'il pouvait y avoir un croisement heureux entre mon parcours, l'écrivaine que je suis, ce lieu d'échange sur l'écriture qui, comme tu le sais, m'importe au plus haut point, et la défense d'une telle institution. Alors voilà, j'accepte, chère Carole, que tu proposes ma candidature, en espérant que le vote postal sera favorable à ta démarche, avec toute mon amitié. Lise. Monsieur le Président, chers membres de l'Académie des lettres du Québec, chers collègues, chers amis, je m'occupe surtout du parcours de mes personnages. Vous exposer le mien, aujourd'hui, m'apparaît extravagant. Mais toute reconnaissance exige une reconnaissance plus juste encore de soi-même. Je sais ce qui est vrai dans une fiction, mais je ne sais pas vraiment dans la réalité. Quand je n'écris pas, la réalité devient floue. Quand j'écris, quelque chose prend forme, une figure, une histoire. C'est la fiction qui me permet depuis toujours de saisir le monde dans lequel j'ai atterri. J'écris comme une archéologue fouille un terrain d'investigation en cognant doucement sur les artefacts avec son piolet pour enlever la terre. Mon piolet, c'est mon stylo. Je suis une chercheuse artistique. Patti Smith écrit en ouverture de M-Train « Ce n'est pas si facile d'écrire sur rien. » Rien ne me menait à l'écriture. Dans le milieu immédiat de mes parents, il n'y avait aucune incitation à poursuivre des études, même s'il fallait viser un certain standing. La réussite se limitait à gagner de l'argent, en faisant quoi? Ça n'avait aucune importance.
Dans la bibliothèque, il n'y avait que des encyclopédies et le dictionnaire médical. J'ai grandi parmi des gens incapables de voir qui ils étaient. Une époque, les années 50, une banlieue, les nouveaux développements. Ma mère était femme au foyer, mais elle avait l'énergie d'une centrale hydroélectrique contenue dans un petit poids. Ma mère souffrait d'un manque viscéral de liberté d'expression. Sa psyché semblait parsemée de pancartes avec le mot « interdit » peint en noir sur chacune. Quand nous lui demandions de nous raconter des pans de sa vie, comme tout enfant avide de connaître le passé de son parent, elle répondait abruptement « Pourquoi tu veux savoir ça? » Ça, c'était sa vie. Ça. La forme syncopée de cela. Cela qui aurait pu servir, si elle s'en était emparée, à nous présenter sa vie de façon solennelle. Cela est ma vie. Non, elle était plongée dans le ça de Freud, cet ensemble de pulsions inconscientes qu'elle réfrénait. Ma mère était en conflit perpétuel entre sa spontanéité et son autocensure, entre son obligation de se taire pour ne pas révéler ses origines et cette énergie qui la faisait bouillir au-dedans. Raconte comme c'était quand tu étais petite. Elle commençait une phrase, s'étouffait, balbutiait quelque chose, perdait son idée, se taisait un moment, nous laissant croire qu'elle réfléchissait à ce qu'elle allait nous raconter, puis disait « Je ne veux pas parler de ça ». Cette absence de récit est devenue mon point de départ en écriture. Bien sûr, je ne l'ai pas réalisé au début. Au début, je me suis éloignée de ma mère à la vitesse de l'éclair pour écrire. C'est après sa mort que je me suis rendu compte comment le ça de ma mère avait agi. Tel l'axiome d'Euclide, selon lequel la géométrie commence par le point. Le point qui donne naissance à la ligne qui engendre le plan qui se déploie en créant un cube, le cube qui est devenu un théâtre, une page en 3 dimensions. Le ça de ma mère a agi, tel un point qui s'est mis en mouvement. Le récit de la douleur est un legs que tout enfant devrait recevoir du parent, pour savoir ce qui s'est passé, pour savoir d'où l'on vient, pour savoir comment continuer, pour savoir comment on survit. Et sans doute pour se débarrasser de la honte. Ma mère n'a pas voulu raconter quoi que ce soit la concernant. C'est grâce à la littérature que j'ai pu saisir le monde dans lequel j'avais atterri. La littérature est un legs. À 13 ans, suite à un travail scolaire, je me découvre une passion insoupçonnée pour la préhistoire. Je m'intéresse à tout ce qui concerne la vie des premiers humains, cette période avant l'écriture. Mais les nombreux oiseaux sur les fresques ne ressemblent-ils pas à des lettres? Au cégep, je m'inscris à un cours donné par un passionné qui faisait encore du terrain, une sorte de Depardieu qui arpentait le petit podium 2 heures durant en nous transmettant les connaissances de base autant que ses recherches en cours. Je crois avoir trouvé un métier pour le reste de ma vie. Je serai archéologue de terrain. Bon, je saute ici par-dessus ma jeune vingtaine. Rien de particulier à signaler. Retour à la terre, premières amours, beau dommage, on fait un jardin, on veut des enfants. Je peins, je joue du piano, je fais de la céramique, du chant d'opéra. Je prends des cours de mime. J'imagine que lorsque j'aurai 85 ans, si j'écris là-dessus, cette période m'apparaîtra comme une seconde enfance. 1981. Après une année complète à écrire un roman et 6 mois passés à Paris, dans des cours de théâtre, au retour, je m'installe à Montréal. À l'UQAM, je décide de prendre un cours sur Artaud et sur Brecht, et j'apprends que Paul Pelletier est de passage comme professeur invité pour diriger une production. Au Théâtre expérimental des femmes, je viens de voir « La terre est trop courte », Violette Leduc, de Jovette Marcheseau.
Coup de cœur, révélation. La petite salle avec ses 4 colonnes exige des trésors d'inventivité pour créer un espace qui fasse vivre une histoire et résonner des mots. Je sors en aimant cette insupportable Violette Leduc, jouée par Luce Guilbeault. Je retiens ces mots dans un échange avec son ami Maurice Zach, comme une petite musique. La littérature mène à l'amour mène à la littérature. Je rencontre Paul Pelletier pour lui demander de participer à son cours à titre d'assistante metteur en scène. Elle accepte. Je me retrouve aux premières loges dans une boîte noire au J2020 à regarder une pièce se créer. J'arrive à Montréal à la fin de la création collective, où les gens de théâtre se sont emparés de leur histoire et de la langue. Au TEF, on s'empare de textes qui ne sont pas destinés à la scène. Paul Pelletier écrit Une voix pour Odile de France Théoret, Vache de nuit de Jovette Marcheseau. Un autre soir, toujours dans ce petit théâtre, je vois une production d'un théâtre expérimental de New York. Sur scène, 6 électres avec un couteau à la main. À cette époque, on tue la mère et son legs de servante. On veut autre chose. On veut un autre monde. Automne 1982. Je me joins à la direction artistique au 320 Est Notre-Dame. Le mot d'ordre, inventer. Il y a très peu de femmes qui écrivent pour le théâtre. Je me sens investie d'une mission. Créer de nouveaux personnages féminins plus grands que nature. J'invente 2 personnages de baleines qui se jettent sur le rivage pour mourir, mais finissent par rouler jusque sous la table d'un bar pour parler. Argane, la grande baleine à bosse, est librement inspirée de Argan, du Malade imaginaire, et la jeune baleine noire est une évocation d'Antigone, une comédie ayant pour titre « Ballade pour 3 baleines ». Écrire, s'entraîner physiquement, rouler des fils électriques, faire les demandes de subventions, donner des conférences sur l'histoire des femmes, concevoir des festivals de création ouverts aux femmes de toutes les disciplines, jouer, ce que je n'avais pas prévu, mais qui d'autre que moi pouvait incarner une baleine à bosse sur scène. Après les heures de représentation, nous allons manger au restaurant La Charade, juste à côté. On passe la soirée à parler production en cours aux créations futures. S'y trouvent régulièrement Jean-Pierre Ronfard, Marie Cardinal et leur fille Alice. On quitte souvent à 5 heures du matin alors que le serveur s'est endormi, la tête appuyée sur le comptoir. Sur Rachel, près de chez moi, je me rends souvent au bar chez Miloud, fréquenté par une majorité d'artistes de l'underground. Les musiciennes Wonder Brass, les peintres Gigi Perron, Josette Bélanger, Diane Obomsawin, le Poète Band, les sœurs Schmutt en danse. Je me lie d'amitié avec Pauline Harvey et Geneviève Letarte. Ce sont les performeuses, les poètes, les artistes visuels, les musiciens, les danseuses et les romancières qui nourriront ma façon de pratiquer mon métier, d'écrire la langue. 1985, je me retrouve seule à la barre avec Ginette Noiseux. Le 320 Est Notre-Dame est celui des fondatrices Paul Pelletier, Louise Laprade et Nicole Le Cavalier, qui ont quitté l'une après l'autre. Nous décidons de déménager. Nous trouvons une ancienne manufacture de jeans rue Clark, une salle vide qui pourra contenir 100 personnes. Nous nommons le lieu Go. Le TEF était à l'image du féminisme radical de cette époque, qui s'attaquait frontalement au patriarcat. Ce théâtre était un formidable lieu d'exploration de l'imaginaire féminin. Les actrices se réappropriaient une parole et une façon d'être sur scène qu'on n'avait jamais vue avant. Je viens de là, de ce lieu provocateur de propos neufs et de formes nouvelles. On voulait un autre monde. Mai 1990, je suis devant l'espace Go rue Clark, au terme de ma dernière réunion du conseil d'administration. Ginette Noiseux vient de présenter le projet du futur espace Go. Le TEF et Espace Go sur Clark
convenait à la chercheuse que j'étais. Je quitte après avoir écrit 3 pièces et un récit. Les frères Hébert, Marcel et François m'accueillent dans leur maison. Gilbert David, le directeur de leur nouvelle collection théâtre, et les frères Hébert m'accompagneront avec bienveillance et patience dans la publication de Marie-Antoine Opus 1, Billy Strauss, et un récit, Journal d'une obsédée. Que devient une chercheuse sans plus de lieu? De 1990 à 2001, je ferai plusieurs résidences d'écriture à l'étranger. À Limoges, à la Maison des auteurs, où je reviendrai plus d'une fois, à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, sur un bateau qui remontait le fleuve Congo-Zaïre durant 1 mois, au Art Studio de Banff. Que signifie être une autrice à Brazzaville? Que veut dire être une écrivaine guadeloupéenne avec 2 enfants dans un studio à Paris? Comment on écrit après avoir été emprisonné comme jeune écrivain et intellectuel au Togo? À qui on s'adresse comme écrivain réfugié quand on ne peut plus retourner dans son pays? Que veut dire écrire après le génocide des Tutsis quand on est rwandais? Que signifie prendre la parole sur une scène pour une femme à Montréal, à Kinshasa, à Paris, à New York, à Alger, à Beyrouth? Mon parcours tient dans le passage de ces lieux qui n'existent plus. D'abord le 320 Est, ensuite chez Beaujeu, la Charade, le bar Lilith sur Saint-Denis, chez Miloud sur Rachel et ce premier espace gauche sur Clark. Tous ces lieux ont disparu ou sont devenus des restaurants, des commerces, des magasins pour touristes. Même la ville de mon enfance a disparu. Elle s'appelait Ville Jacques-Cartier. Mon enfance est une valise. Dedans, il y a un étang avec des livres mouillés, la main de King Kong qui broie des têtes d'enfants, un loup rouge qui se tient en plein milieu de la cour de mon école Saint-Joseph de Sérigny. Mon médecin s'appelait Jacques Ferron. J'ai 6 ans. Je suis toujours fatiguée. À peine si je peux respecter les règles de base de bienséance. On ne met pas ses coudes sur la table. Si je ne soutenais pas ma tête, elle tomberait dans mon assiette. Je suis assise dans un gros fauteuil en cuir brun, le dos rond, le menton appuyé sur le bureau du docteur Ferron. Ma mère s'exprime avec une voix coupable, lui disant qu'elle a beau me donner du foie de veau, des vitamines le matin, me coucher de bonne heure, m'éviter toute activité physique qui pourrait m'épuiser, rien n'y fait. Je n'ai aucune énergie. Le médecin lui demande de m'attendre dans le couloir. Assis sur sa table d'auscultation, il cogne doucement sur mes genoux avec un petit marteau, cogne avec ses doigts dans mon dos, fait des petits massages circulaires sous mon menton. Pendant qu'il m'ausculte, il me demande comment je trouve mon école, si je me suis fait des amis, comment je me sens de ce temps-ci. Je ne réponds pas. Je regarde une peinture au mur. Je ne sais pas répondre quand on s'adresse à moi directement. Quand on me pose des questions sur moi, je mens. Je raconte n'importe quoi. Depuis quelque temps, j'invente des histoires, je ne dis jamais la vérité, celle de ma réalité. La réalité, je suis en train de la perdre de vue. La peinture au mur représente une rivière bordée d'arbres, un petit tableau sombre. Mon père fait des marines à l'huile. Il peint depuis l'âge de 12 ans. Des mers fâchées, des bateaux qui manquent de couler, des rochers frappés par le ressac. Quand il a fini, il pend le tableau au mur du salon, invite des gens. Ma mère sert du vin blanc. Au bout d'1 heure, quelqu'un repart avec le tableau. Mon père peint pour payer nos médicaments, dit-il. Je demande au docteur Ferron si c'est lui qui a fait le tableau. Il me dit que non, que c'est un tableau de sa mère. Et il ajoute, c'est la rivière Masquinongé, une rivière que ma mère aimait beaucoup.
Après avoir terminé son examen, il me demande ce que j'aime le plus dans la vie. Et je lui réponds spontanément d'un endroit en moi qui n'a pas parlé depuis longtemps, courir. Il fait revenir ma mère, lui annonce que je fais de l'anémie, prescrit du fer et lui recommande de me laisser jouer dehors et de me laisser courir tant que je veux, jusqu'à plus soif. On pourrait penser que le docteur Ferron m'a donné le goût de l'écriture ou celui de devenir écrivain. Non. Ce qui s'est passé ce jour-là est d'un tout autre ordre. Le docteur Ferron était connu pour aimer les enfants. Il avait autant d'attention envers nous qu'envers les adultes. Ses patients de Jacques Cartier l'amenaient à visiter les coins les plus pauvres. Les gens, pour la plupart, vivaient à la débrouille. Les pères ramassaient de la ferraille qu'ils allaient vendre. Plusieurs faisaient des petites magouilles. D'autres réparaient des objets cassés que les enfants trouvaient dans les poubelles. J'allais à l'école avec ces enfants-là qui devaient garder leur tuque en classe pour ne pas nous contaminer avec leur pouls. Nous, les enfants plus à l'aise, vivant dans les nouveaux développements. La pauvreté physique ou la pauvreté morale peut être du même ordre. On nous nie, on ne s'adresse pas à nous, on nous ignore, et à un moment, vous disparaissez. J'avais commencé à m'habituer à cet endroit en moi où je n'existe plus. Ce jour-là, le docteur Ferron s'est adressé à moi du côté de l'existence. Je retournerai le voir jusqu'à ce que je quitte le domicile familial pour lui annoncer que je vais m'installer dans le bas du fleuve. Il me parlera des cœurs saignants qui poussent là-bas et de cette région qu'il aimait tant. Avant de quitter, il me donnera son livre « Les roses sauvages ». Et s'il y a un lien entre le choix de mon métier et le docteur Ferron, il tient, je crois, à la décence qu'il possédait, qui est une sorte de respect discret de soi et des autres. Écrivaine est le statut décent que j'ai trouvé pour vivre parmi les miens. J'enseigne depuis 2005 de façon sporadique aux élèves en écriture de l'École nationale de théâtre. Cette année, j'ai proposé un cours sur la mer, le personnage de la mer de l'Antiquité à aujourd'hui. Si le théâtre évolue, témoignant de l'évolution de notre société, mais si la mer nous apparaît toujours avec son éternel tablier fleuri, quel problème la mer pose-t-elle au théâtre? J'ai convié les élèves à chercher avec moi. Nos terrains de fouille, ce sont les pièces. Nous lisons la Médée d'Euripide et Albertine en 5 temps de Michel Tremblay, la Jocaste dans l'Oedipe roi de Sophocle et Nawal Marwan dans Incendie de Wajdi Mouawad, Clytemnestre dans Agamemnon d'Échille et Simone dans Les 4 morts de Marie de Carole Fréchette. Dans les personnages de mer, nous trouvons beaucoup de colère et beaucoup de silence. Le personnage est souvent sacrifié au regard des guerres, des viols, des enfants qui leur sont enlevés. La mer est un vaste territoire. La mer, depuis 2500 ans, est restée un personnage de second ordre. Comment a-t-on pu penser que l'humanité serait heureuse en naissant de personnages de second ordre? À l'instar de Jovette Marcheseau, nous déterrons l'histoire des mers et, comme le dit Daniel Rops, nous découvrons couche par couche la trace émouvante de notre humanité. En ce moment, je cherche ma prochaine pièce. Des personnages ont commencé à me visiter la nuit. Bonjour, est-ce qu'on peut rentrer? Jean Delacroix écrivait « Pour trouver quelque chose qu'on ne connaît pas, il faut prendre un chemin qu'on ne connaît pas. » Je marche sur un chemin vers un autre monde. Voilà où je suis.
Je veux remercier Carole Fréchette de sa si généreuse présentation et si juste. Je veux saluer chaleureusement Diane Régimbal, que j'aurais vue à un de nos festivals de création de femmes sans soupçonner jamais qu'on se retrouverait ici ensemble ce soir. Je veux vous dire à Diane et à Éric Bédard tout le plaisir que j'ai de faire mon entrée à l'Académie avec vous. Et j'ai une pensée particulière pour Laurie Saint-Martin. La reconnaissance n'est pas une sorte de gloire, elle est une occasion donnée de m'impliquer avec des écrivaines et des écrivains. Merci de me recevoir dans votre assemblée. Merci.